C'est parti. On est parti, je pense. Ouais, on est live. On est live. Salut. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, écoute. Et toi? Très bien. Ouais. Bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on est avec Yacine Aralias. Yacine, tu es basé à Nantes, c'est ça? Exactement. On est basé à Nantes. Donc je suis du coup dirigeant, cofondateur de Pando Studio, une entreprise qui porte un collectif d'experts IA. Et effectivement, on est principalement à Nantes, mais on a des gens, enfin, on travaille un peu partout, pas que sur Nantes. Et on porte plusieurs projets dont on va parler aujourd'hui. Ça fait plaisir de te voir. Et merci à tous ceux qui nous rejoignent. On va prendre quelques minutes pour attendre un peu que tout le monde se connecte et continuer tout doucement dans les présentations. Moi, je m'appelle Nico, je suis basé à Montréal. Pour moi, il est 6 heures du mat. Pour toi, Yacine, doit être 12 heures tout juste l'heure du lunch. Alors, so I will just make a few words in English because we had planned this, and all the communication was sent in English. But as we are mainly French participants today, we have decided to run this event in English, in French, and there will be some translation afterwards. So that's going to be easier, and also for the sake of clarity, as we are going to be sometime going into the technique today, it will be easier for me as well. So sorry for the people who do not understand French, but we will have a replay. Et je reviens donc en français. Donc moi, je suis Nico, je suis le cofondateur de N2. N2, on est un collectif d'experts indépendants. On a plus d'une centaine de membres dans notre collectif. On est spécialisé en transformation digitale. On est connu surtout pour notre accompagnement sur des outils pour les grands comptes, des plateformes qui permettent d'automatiser les workflows, comme par exemple ServiceNow. Et on travaille aussi avec des partenaires comme Pando Studio, dont Yacine est représentant aujourd'hui, pour renforcer nos expertises sur différents métiers. Et aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et de développement avec l'intelligence artificielle, avec un mot qui fait le buzz un peu partout en ce moment, c'est Cloud Code notamment. Et on va rentrer dans le dur pour voir un peu comment Cloud Code permet à Yacine et ses équipes de transformer leur façon de travailler. Et puis, on aura des beaux exemples à vous partager. N'hésitez pas aussi à vous présenter dans le chat qui est prévu pour ça. Je vois déjà un petit peu d'activité. N'hésitez pas à dire qui vous êtes, ce que vous faites, et aussi quelles sont vos attentes par rapport à la session du jour. Et puis, Yacine, je vais proposer que tu te présentes un peu, que tu nous parles de toi avant tout. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui te passionne. Et puis, qu'on démystifie un peu qui est derrière tout le projet que tu portes. Et aussi, qu'est-ce qui t'a motivé à être entrepreneur et à créer Pando? Waouh. Grosse question. Du coup, je suis Yacine, ingénieur de formation. Je suis sorti de formation il y a une quinzaine d'années maintenant. Donc j'ai fait notamment un petit tour au Québec où j'ai vécu quelques années, c'était très sympa. Et donc j'ai cofondé Pando Studio il y a 7 ans maintenant. Initialement sur de l'ingénierie logicielle et sur de la prestation de services numériques un peu large, mais avec quand même mon associé Thibaut à l'époque, avec vraiment une ambition sur les usages interactifs et sur le ludique, en gros. On essayait de porter des projets un peu innovants, interactifs pour nos clients, enfin des vidéos interactives ludiques qui étaient essentiellement utilisées pour de la formation d'entreprise initialement. Donc ça, c'est vraiment la genèse de Pando il y a 7 ans. Et puis au fil des années, on a itéré. Donc c'était avant IA. Tout ça, on a itéré sur le produit, mais on n'arrivait pas vraiment à scaler. On le vendait en prestation, mais on n'arrivait pas à productiser
au final, tout ce qu'on faisait. Mais toujours cette volonté d'allier interactivité, tech et formation, en fait, et de faire des trucs très ludiques, quoi. Et puis, bah, est arrivé ce qui est arrivé. Décembre 2022, on a eu GPT qui est arrivé publiquement sur le marché. OpenAI qui a sorti. Et ça nous a, comme beaucoup d'autres produits ou équipes, ça a levé beaucoup de barrières. Parce qu'une des contraintes fortes qu'on avait avant 2022, en fait, c'était le contenu qu'il fallait générer pour ces petites capsules vidéo, pour ces contenus ludiques, justement. Et ça, c'était de la presta et ça prenait énormément de temps, en fait, à produire. Donc, beaucoup d'argent pour les clients. Donc, c'était pour ça que c'était difficilement scalable, quoi, en gros. Et donc, on a commencé à brancher GPT à nos systèmes. Et là, bah, on est arrivé sur la genèse de Kiplim. Donc, on a commencé à lancer la première version, le premier développement, la première version de Kiplim. Donc, pour rappeler peut-être ce que c'est que Kiplim. Ouais, d'abord, un peu reformuler. Donc, toi, Yacine, tu te lances dans l'entrepreneuriat il y a 5-7 ans, c'est ça, en créant Pando Studio à Il y a Nantes. Ouais, c'est ça. On va dire plutôt au côté édition logicielle, spécialiste web, Ouais. avec vous êtes des codeurs. Vous savez coder, vous savez Codeur. livrer des apps et de la façon traditionnelle. Avec, j'imagine que tu étais entouré d'une équipe de développeurs. D'ailleurs, vous êtes combien à peu près chez vous aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, on est 6 en interne, en gros. Après, ça a fluctué au fil des années, mais 6 en interne. Et puis, on travaille avec plusieurs freelances ou plusieurs autres équipes, même sur le produit ou en externe. Donc, au final, on tourne parfois une dizaine, quoi, on va dire. Et puis, donc, le métier assez, on va dire, traditionnel, même si on est dans l'innovation de développement d'applications. Et arrive donc l'IA, GPT, et la première idée de, oh là, ça va changer et ça va nous permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant parce que les moyens étant ce qu'ils sont, on ne pouvait pas proposer à nos clients peut-être des solutions aussi abouties à un budget équivalent. Et là, tout doucement, il y a des choses à faire. Et c'est là où commence à arriver l'entrée de l'IA dans vos pratiques avec un produit spécifique que vous lancez qui s'appelle Kiplim. J'invite tout le monde d'ailleurs à aller voir le site, c'est kiplim.com, on mettra le lien. Et l'idée de lancer une plateforme, je pense pour ceux qui, comme nous, sont dans le métier du conseil et qui ont utilisé Menti pour pouvoir animer des réunions, j'ai compris que ça ressemblait un peu et vous lancez ce produit, mais vous le lancez tout de suite en ayant une réflexion de le développer avec des agents AI et autres. C'est ce qu'on Aussi, ouais. essayer. Ouais. Parce que moi, j'ai associé Kipling à Menti, mais ça va beaucoup plus loin. Puis je sais qu'il y a eu plusieurs itérations avant d'arriver au produit tel qu'il est. Ouais, c'est ça. Donc oui, il y a à la fois dans notre produit et à la fois dans nos pratiques. Effectivement, c'est deux paradigmes différents, quoi, mais qui sont complémentaires, très complémentaires. Et effectivement, il y a eu deux versions de sortie, on va dire. Il y a une première version qu'on a sortie en octobre 2025, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et une deuxième version qui est en bêta là actuellement, dont on va plus parler. Et donc, ouais, la première version, pour être plus précis sur ce qu'elle faisait exactement, en fait, cette V1, c'était une plateforme SaaS, du coup, une application en ligne qui était destinée aux formateurs et qui leur permettait de créer leur parcours de formation intégral. Donc vraiment, du cahier des charges, du syllabus, enfin des documents d'entrée, jusqu'à l'animation en cours, en gros. Donc, en gros, je suis formateur, j'ai un parcours de formation. Alors, je ne sais pas, formateur, on va prendre nous notre cas, un formateur utile, ou même, je vais sortir du domaine, j'ai un parcours pour former les gens à comment obtenir leur brevet d'aviation. J'ai un ensemble de parcours à faire. Je vais pouvoir utiliser ta plateforme pour structurer mon parcours, mes supports, mes quiz et tout ce qui Ouais. va permettre aussi de gérer mes présentations. Ça, c'était la version 1. Exactement, ouais, la totale. Donc, le scope était en fait énorme, mais on a souffert de ça sur cette V1. Scope trop important, usage, on a essayé de changer un peu trop les usages aussi des utilisateurs, enfin des formateurs,
qui n'étaient pas encore habitués à ça. Mais en gros, on s'est un peu enflammé dans le sens où l'IA nous permettait de faire plein de choses et on a voulu tout faire. Ah, et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on va reparler, qui se passe en ce moment, c'est qu'on a tellement des outils puissants qu'on se met à imaginer toutes les features possibles, tous les trucs imaginables, mais on oublie qu'avant tout, il y a un business, des usages et peut-être des utilisateurs qui s'en foutent complètement de tous les trucs sexy qu'on a imaginés et qu'il faut aller à l'essentiel. C'est un peu ça que vous avez vécu? Ouais, complètement. Ouais. Bah, une fois lancé, en fait, on avait des super feedbacks. On a quand même eu plus d'une centaine d'utilisateurs, on va dire, et beaucoup de retours. Mais en fait, on s'est aperçu qu'ils nous disaient ouais, c'est trop bien, mais en fait, ils ne revenaient pas sur l'app, quoi. Ils se Donc, en reconnectaient pas. gros, les gens venaient une première connexion, puis ils ne revenaient pas, c'est ça? Ouais, Donc, voilà. Donc, plus dans la... l'adoption très faible. Ils n'arrivaient pas à changer leur. En fait, ils ne pouvaient pas changer leurs usages. Ils voyaient l'intérêt, mais ça changeait trop leur pratique quotidienne. Enfin, c'est les conclusions qu'on a eues. Ça reste une hypothèse, mais en gros, c'est ce qu'on voyait un peu sur le marché. Du coup, un peu la crise dans l'équipe. Alors après des années d'efforts sur le produit, on s'aperçoit qu'en fait, on passe à côté de quelque chose, quoi. Donc, grosse remise en question. Et on essaie de redécouper un peu tout ça, de réfléchir, et on se dit, bon, bah, elle est où la vraie proposition de valeur et qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre en avant? Qu'est-ce qui a le plus de valeur dans ce qu'on fait? Il est où l'effet waouh, en fait? Et comment on fait pour ne pas changer les usages? Trop changer. Et c'est là où la V2, les specs de la V2 est arrivée, enfin la vision de la V2, de la deuxième version, où là on s'est concentré, on a viré 90% du produit, et on s'est concentré sur les 10 derniers pourcents qui étaient juste l'animation en cours, en gros. L'animation de session, pas qu'en cours. Et c'est là où on recolle avec Kahoot, Mentimeter, Slido, donc ce que tu présentais au début. Là, on a un marché identifié, on a des concurrents, on peut se positionner par rapport à eux, et on ne change pas les usages, les gens connaissent. Et là, on peut juste apporter nos petites briques différenciantes et se positionner sur quelque chose qui parle beaucoup plus aux gens, quoi, en gros. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu c'est un moment un peu quand même de difficulté en se disant, tiens, on a passé notre temps, on s'est amusé, on a fait une version 1 extrêmement aboutie, puis en fait, non, on va tout mettre de côté, on va Ouais, virer 80%, on va garder les 20% essentiels, et puis on va repartir en se focalisant sur une chose ou deux, et où on est clairement identifié. C'est pas un travail qui est facile à faire, je trouve, parce que on est des gens, et je pense un peu faire partie de cette famille où on aime la tech, on aime faire des tas de choses, on adore être devant nos écrans à construire la nuit des trucs. Puis à un moment, il y a la réalité du marché, des utilisateurs qui font ouais, c'est bien gentil, mais moi j'ai besoin de ça. Ce truc-là, émotionnellement, il est parfois difficile à vivre, je pense personnellement et collectivement mon équipe. C'est clair, il faut pas s'attacher au code qu'on produit, quoi. On va dire, dans le sens où tu vois, tu as 90%. Alors, c'est pas jeter réellement à la poubelle, mais parce que on a eu une expertise, on a créé de la valeur sur d'autres choses. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de choses, et pour en arriver là, on a dû passer par là. Enfin, tu vois, c'est un chemin. Mais il y a quand même un petit truc où tu dis, ouais, bon, je mets quand même à la poubelle une partie de ce qu'on a fait, quoi. Bon, même si c'est pas vrai, quoi. Mais donc ça fait un peu mal, ouais. Ça fait mal, et puis ça remet en question. Tu te dis, bon, bah voilà, on a cramé de l'énergie, du cash, plein de choses là-dedans, et en fait, ça marche pas comme on voudrait, quoi. Donc il y a de la déception, et émotionnellement, c'est pas facile, ouais. Mais il faut réussir à se réinterroger et à se repositionner. Et du coup, c'est là où c'est ce qu'on a essayé de faire. Et voilà, avec cette nouvelle version. Alors, tu vas nous emmener, et aujourd'hui, on a décidé d'aller montrer le côté obscur des choses. Donc, dans quelques instants, on va vraiment aller dans des prompts, tu vas nous montrer un terminal, montrer comment tu travailles au quotidien, avec l'idée de voir comment tu as intégré les Cloud Code, les agents avec ton équipe actuelle et comment vous explorez ce nouveau monde. Mais avant tout, j'avais une autre question, c'est qu'on a parlé que ton métier, donc c'était aussi d'avoir une société qui propose ses services d'accompagnement aux entreprises, et tu développes un produit, ce qui Ouais. est pas du tout le même métier. C'est-à-dire que d'un côté, on investit, on crame un peu de capitaux pour créer quelque chose en espérant un jour
vendre une solution et en tirer un revenu. Et de l'autre côté, on a des revenus plus immédiats en offrant nos prestations de conseil et autres. Comment vous gérez l'un et l'autre et comment ça se passe au sein de ton entreprise? Ouais, alors c'est des sujets qui sont très délicats, mais c'est des modèles économiques qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans les startups en France notamment. Enfin, ça doit être plus qu'en France, mais comme il y a très peu de financement d'amorçage, maintenant les entreprises qui veulent lancer un produit font de la presta à côté, quoi. Et c'est pas facile. Nous, on a la chance d'avoir une très bonne chef de projet aussi, qui gère vraiment le planning aux petits oignons, enfin, voilà, côté client. Et ça, c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est être ultra organisé, et optimiser le temps pour pouvoir faire en sorte que la prestation se passe super bien, pour pouvoir dégager du temps sur le produit. Donc, c'est un Par jeu de gestion de capacité, parce que mais en contre, même je temps, suis- c'est une sacrée créativité, parce que nous, quand on fait appel à tes services, ce qu'on remarque, c'est que tu n'es pas juste en train de nous faire des belles prestations sur comment l'IA pourrait accompagner votre entreprise ou autre. Tu viens Ouais. très vite de nous parler de trucs que vous vivez, notamment sur, nous, on a un sujet qu'on travaille avec toi sur comment organiser la gestion de la connaissance chez N2, parce qu'avec nos 100 experts un peu partout dans le monde, on commence à avoir de l'information qui transite un peu par multiples canaux et on a commencé à imaginer comment créer un knowledge management system. On peut avoir des tas de théoriciens qui viennent nous dire des belles choses, mais avec toi, ce qu'on remarque, c'est que très vite, vous savez de quoi vous parlez, vous êtes capable de produire rapidement. Et en fait, c'est cette idée d'avoir les deux casquettes, c'est bah oui, on produit aussi quelque chose Ouais. pour nous-mêmes et autres. Bah, faire de la presta aussi à côté et dépendre de la presta et d'avoir. Enfin, on a eu des subs, mais on n'a pas d'investisseurs sur la partie produit, fait que tu as une gestion financière qui est, et de la réalité qui est très importante, quoi. C'est-à-dire que pour nos clients, on délivre, et donc tout ce qu'on fait doit fonctionner, quoi, en gros. Donc il n'y a pas de théorie, quoi. C'est de la pratique. Et en plus, en fait, tout ce qu'on applique au final, sur la partie R&D et développement produit, c'est aussi des choses qui nous viennent de l'expertise qui nous vient de la prestation. Donc les deux s'alimentent vachement, quoi, en fait. Par exemple, on accompagne une PME dans le luxe en Suisse depuis plusieurs années. Et donc la relation se passe super bien. On est sur des sujets très techniques aussi d'organisation de la data, de la connaissance à l'échelle du groupe. Et là, il y a besoin de délivrer, il y a besoin que ça marche. Et au final, ouais, les deux s'alimentent. Mais par contre, l'équilibre est difficile. Et il n'y a pas de. C'est difficile de définir un calendrier sur l'année qui vient, quoi. Parce que, en fait, c'est vraiment de l'adaptation au mois. On ne peut pas dire, OK, on split 50% du temps du mois sur ça et 50% sur ça, c'est pas possible, quoi. Parce que tu as des livraisons clients et c'est le plus important. Dans le business, c'est déjà de faire rentrer du cash et de faire du client et ensuite d'organiser le temps pour qu'on puisse faire de la R&D, quoi, en gros. Et donc, ça revient au sujet, c'est que quelque part, là où tu n'as pas on va dire, l'économie traditionnelle, avant IA, tu aurais eu un VC qui serait venu, qui aurait cru à ton projet, qui t'aurait permis de cramer du cash dans ta phase de développement. Ici, c'est votre propre force financière qui vous permet de financer le produit. Et l'arrivée de Claude et l'arrivée de tous ces outils a permis d'imaginer que, bah oui, je vais pouvoir accompagner mes développeurs d'un tas d'automatisation et peut-être gagner en productivité. Et tu as pu commencer à le mesurer. Et puis, c'est un peu le sujet. Donc, je te propose qu'on commence un peu à entrer dans le dur et que tu nous expliques un peu comment tu as organisé les choses autour du produit. Et Ouais. juste, je ne sais pas si tu souhaites d'abord nous monter le front du produit ou tu vas aller directement dans la partie code. Je te laisse un peu aller comme tu veux, mais on peut passer à la suite. Je pense que pas mal. Ouais, ça marche. Peut-être. Alors, ouais, du coup, je vais parler de comment on s'est organisé pour vraiment le dev de cette version 2 de Kipling avec Claude Code en équipe. Peut-être, ouais, je vais vite fait montrer le produit quand même Bah euh, ouais, c'est très pour que les beau. gens comprennent Pour ce ceux qui que ça vont donne. aller sur le site, moi je trouve qu'il est très, très simple, très agréable à utiliser. Alors, donc voici. Maintenant que ça s'affiche, ouais, c'est parti. C'est bon? Vous Ouais, voyez? c'est bon. Donc, voici la deuxième version de Kipling qui se concentre sur la partie animation de session.
Donc, comme on l'a dit, c'est un concurrent ça se positionne sur le marché de Kahoot, Mentimeters, Slido et ce type d'applications. Comment fonctionne l'application? En fait, on arrive ici, on upload les slides de présentation qu'on a, donc que ce soit pour une conférence, un cours ou quoi que ce soit. Par exemple, voilà. On upload, il y a À nos consultants d'ailleurs, parce que je sais que souvent quand on anime des workshops ou autres, alors on est de plus en plus outillé avec des tas d'outils ludiques, mais là, ce que tu as offert, c'est la simplicité de dire j'ai un slide prêt et je vais pouvoir en quelques minutes avant mon atelier préparer quelques quiz et autres. Exactement, ouais. Donc de manière assez simple, donc on a une analyse du document qui est faite par un système multi-agent et qui va venir automatiquement, alors en attendant que ça arrive, qui va venir automatiquement donc créer des activités variées. Donc les activités qu'on retrouve dans l'industrie de l'engagement et quelques autres également qu'on propose. Comme je l'ai dit, on garde les usages et on ajoute quelques petites touches custom, quoi, en gros. Donc ça va être du nuage de mots, du choix multiple, du quiz, et du classement et quelques activités un peu nouvelles, mais qui sont quand même utilisées en facilitation, mais pas forcément dans des outils, tout intégrés, quoi. Donc, par exemple, une activité post-it. Donc, les post-it sont très utilisés. Là, on l'intègre directement dans l'app avec des fonctionnalités IA qui vont te permettre d'analyser les post-it en temps réel, de les catégoriser, de faire des choses comme ça. Donc ça, c'est les petits ajouts qu'on a par rapport à la concurrence. En gros, c'est notre valeur ajoutée. Et jeu de rôle aussi, c'est quelque chose qui est très utilisé en facilitation, c'est de pouvoir mettre à disposition, par exemple, pour un cours sur du commerce, pouvoir mettre un client en face qui va râler sur je ne sais pas quelle chose et tu vas devoir gérer la situation. Voilà, Excellent. Donc là, on a vraiment non seulement l'outil classique et des agents IA intégrés. Donc, l'IA est intégrée dans le produit. L'IA est intégrée dans le produit à différentes étapes, mais sans. Enfin, on essaye de le faire de manière ubiquitaire, quoi, que ce soit intégré complètement sans qu'on s'en aperçoive forcément, que ce soit très simple, en fait. Après, effectivement, on a des petits. Forcément, on a le petit chat qui va permettre d'agir sur les contenus qu'on est en train de gérer et de générer. Et ensuite, on a la possibilité juste de venir éditer manuellement toutes ces activités, quoi. Donc là, on est sur l'édition des activités. Excellent. Et donc voilà. Donc ça m'a créé automatiquement les quiz avec les questions, tout intégré. Ensuite, on vient tout éditer, vérifier que tout est correct, en gros. Donc c'est un gain de temps, quoi. Et ensuite, on démarre la session. Alors, je vais pas faire Enfin, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. On va pas le faire là, mais Les personnes ont un QR code, scannent et peuvent participer. voilà, c'est ça. Et après, tu les cales dans tes slides et tu peux jouer à chacun des jeux, quoi. Voilà, en gros. Donc, c'est rapide. Ça permet vraiment très rapidement de se dire, tiens, j'ai préparé ma formation ou même une présentation commerciale ou un atelier découvert chez un client ou tout autre sujet qui nécessite une interaction. Ouais. Je scanne les slides et on vient proposer, on va dire un grand mot, mais une gamification de la présentation avec des petits jeux, des petites choses, des quiz. Et tout ça, tu l'offres gratuitement, je pense, actuellement, ou votre modèle Ouais, économique est en freemium, c'est ça? c'est ça, c'est du freemium. Donc, on peut se connecter, créer un compte gratuitement pour avoir accès à ces fonctionnalités. Après, forcément, il y a certaines limites parce que derrière, il y a du coût de token, il y a pas mal de choses, donc il faut qu'on puisse payer. Mais c'est sur le modèle freemium, ouais. Excellent. Alors là, on voit le résultat du produit. Mais toi, ton métier, c'est de créer ce type de produit à partir d'une feuille blanche, parce que c'est ça que votre talent. Et on va arriver progressivement dans comment, donc avec votre équipe de développement, vous avez créé ce produit en utilisant Cloud Code notamment. Et Ouais, voilà. Alors,
je vais déjà expliquer un peu comment on a découpé le produit. Donc là, notamment, je vous explique via mon IDE, donc l'éditeur de code que j'utilise. Donc, Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, là, on rentre dans l'outil que tu utilises, c'est-à-dire un outil qui te permet de faire du code, d'écrire tes specs et autres. ouais, Et puis, progressivement, de commencer à écrire des lignes de code. ouais. Exactement. Et donc, là, on a, là, c'est mes notes justement pour ce Livestorm. Et à droite, j'ai un terminal qui est ouvert avec Claude Code, justement. Donc, en gros, c'est comme ça que je travaille. J'ai mon IDE, j'ai Claude et j'ai mes notes qui s'affichent et mes spécifications, ma documentation qui est ici. Voilà, c'est pour contextualiser un peu le truc. Alors après, comment on a découpé le dev et la production sur cette nouvelle app? Il y a plusieurs étapes. La toute première étape, c'était la vision produit. Grosso modo, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Donc on a travaillé sur déjà le positionnement commercial de l'app tout au début. Ensuite, on s'est dit, OK, on veut répliquer ce que font les autres, mais faire un peu mieux. Donc on est passé sur Figma notamment et on a détaillé les user flows, donc tous les parcours utilisateurs et toutes les fonctionnalités qu'on voulait. Donc vraiment quelque chose de très visuel. Et ça, donc la première phase, c'était ça. C'était la fondation, donc les user flows, les specs, l'UX et le backbone. Tout ce qui va préparer les sprints de dev après. Donc, En fait, Yacine, ce que tu m'expliques là, c'est ce qu'on aurait fait de façon assez classique dans une industrie de production de logiciels. Je ouais, me lève le matin et mon client sous la douche a une super idée. Tiens, je créerai une app sur tel truc. Je pense que ça arrive à beaucoup d'entre nous. Après, le problème, c'est qu'il faut transformer cette idée en quelque chose qui va fonctionner. Donc là, tu passes par une phase de brainstorming aussi, de clarification du produit, des features, de où est-ce que va être la valeur du produit par rapport à autre. Et progressivement, tu commences à avoir un design. Tu as mentionné Figma. Donc Figma, je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai compris que c'est un outil qui permet de décrire les parcours utilisateurs avant même de faire du code. Est-ce que c'est ouais. bien ça? Alors, pas que. En gros, Figma, ça ressemble à ça. Attends, je vais ouvrir voilà, les flows. En fait, c'est un outil de board. Donc, tu peux faire pas mal de choses avec. Il y a FigJam notamment. Donc là, par exemple, on a écrit tous nos user flows détaillés de l'app, le plus détaillé possible. Donc, ça part du start. OK, on arrive sur l'app, qu'est-ce qui se passe? Et on peut créer des projets. Donc, il y a les différentes méthodes et on peut accéder à son compte. Voilà, c'est un Ok, donc exemple. là, en quelque sorte, tu vas dessiner, comme un architecte le ferait Ouais. pour un bâtiment, les plans, les étages, les sorties de secours, enfin, tout ce qu'on peut imaginer mais toi, tu le fais pour ton code. Mais ça, vous ne l'avez pas fait avec Claude. Je pense que là, vous êtes encore resté à l'idée de on veut rester au plus proche des utilisateurs et on le fait de façon assez traditionnelle et conservatrice, où vous avez intégré l'IA tout de suite dans la création des parcours utilisateurs. À cette phase-là, on a intégré très peu d'IA au final, pour différentes raisons. On aurait pu le faire un peu plus, mais on était limité. Enfin, on avait certaines limites, que ce soit en termes de compétences, mais aussi d'outillage. Parce que ça, on l'a fait du coup en janvier, sur la période janvier-février. Par exemple, Cloud Design ou certains outils n'étaient pas encore au top sur de l'UX ou sur du maquettage. Mais donc ça, c'est un travail à la main qui a été fait par notre UX designer et qui a repris, donc qui a refait tous les parcours des autres apps et qui a dessiné le parcours. Et ensuite, on a revu ce parcours-là en réunion, en meeting, avec toute l'équipe. Et on enregistrait, là où on a mis de l'IA là-dedans, par exemple, c'était sur les enregistrements des réunions. Dès qu'il y avait des trucs à modifier, du coup, on avait les récaps automatiques et on pouvait ajuster Vous très avez fait le rapidement. choix. Et puis, on n'oublie pas que ça va tellement vite
Nous, on commence à voir, ça y est, Cloud Design, aussi des interactions avec Figma, des tas de choses. Mais là, on est encore il y a quelques mois, voire même presque une année, où on focus en disant, mais cette partie qui est clé, parce que c'est là aussi où tu vas avoir un confort d'utilisation et autres, on le travaille avec des humains, avec des personnes qui vont revoir les flows et on met notre patte pour que que ça corresponde réellement à ce qu'on veut faire. Et en fait, donc là, je t'ai un peu emmené sur Figma, mais si je reviens un peu, je vais t'aider à revenir sur ton flow de présentation. Ça, c'est ce qu'on aurait fait pour tout logiciel avant même l'arrivée de Claude. Et pour revenir à Claude, Claude s'intègre. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, moi, je l'ai reconnu, il est à droite, là, c'est ça, dans ton interface de développement. Ouais. C'est tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas Claude Code, un simple terminal avec, comme on aurait pu l'imaginer au monde de Linux ou autre, une interaction par conversation et par prompt. Mais en quoi il est venu révolutionner ton travail dans la deuxième phase du projet? Ouais. Bah alors, comme on l'a dit, là, donc dans cette phase vraiment UX, définition des specs, en fait, on a fait donc, tous les user flows. Et là où j'ai utilisé Claude Code, c'est là où ça commence dans le projet. Donc, j'ai installé un MCP Figma. Donc, MCP, c'est un protocole qui permet à des agents de communiquer avec des apps, grosso modo. Et donc là, par contre, à l'aide de Claude Code, je lui ai dit d'aller revoir tous les l'UX, là, les parcours, et de me les découper et de me les mettre en code, en fait. Donc là, Donc, ce que c'était tu très dis, c'est que, OK, ton UX designer produit le plan d'ensemble de ton app. On voit ce grand cheminement, ce spaghetti incroyable qu'on a vu tout à l'heure dans Figma. Et la première action, c'est de dire, mais Claude Code, je te demande de te connecter à ce Figma. Donc, via une technicité, c'est un serveur MCP qui permet de faire l'interaction, mais ça, c'est simplement un connecteur. Et de là, tu lui demandes de produire tes specs ou directement ton code. Non, non, là, c'est que les specs. Là, je me concentre vraiment que sur les specs parce que à cette étape, on a vu les user flow, on n'a pas vu les maquettes finales encore. On n'a pas vu les écrans, quoi. Parce qu'il y a quand même du wireframing. Enfin, il y a quand même une étape de maquettage qui est très importante parce que il faut que ton app elle ressemble à quelque chose et qu'elle soit utilisable. Donc l'UX design qui vient après n'a pas encore eu lieu à cette étape. Et là, par contre, on commence à écrire les spécifications et la documentation technique, mais pas l'UI, pas les interfaces. Donc toute l'archi, tous les flows, toutes les librairies dont on va avoir besoin, tout ça, on peut déjà le savoir. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est à quoi va ressembler l'app. Mais par contre, tout ce qu'il y a derrière, on le sait déjà à cette étape-là. Et En donc ça, fait, si je fais une analogie, parce qu'on a pas mal de monde qui n'est pas dans le monde du dev, à cette étape du projet, tu as défini les plans du bâtiment, tu sais combien d'étages, quelle porte et autres, mais tu n'as pas encore choisi la tapisserie, le choix des moquettes et le choix des trucs. Ça, c'est ce qui va plutôt être l'interface graphique et autres. Vous n'en êtes ouais, pas là, mais vous pouvez déjà dire, on sait déjà qu'on définir toute la documentation de notre app, les fameuses spécifications, et c'est ça que tu as fait produire au départ avec notre code. exactement. Et alors voilà, on va en venir aussi sur mon usage particulier de Claude Code, qui est, comme je suis plus sur de la direction technique ou de la recherche, moi, enfin, et sur de la gestion de la connaissance et de la gouvernance de l'information, ce qu'on fait pour les clients, moi, j'utilise beaucoup Claude pour gérer ma connaissance de manière générale. Donc, en fait, j'ai un système qui me permet. Ouais, ouais. Juste que tu zoom Ouais, out. Ouais. ouais, alors, je vais pas remonter jusqu'au bout. Faudrait que je rouvre tout le document. Alors, ouais, non, c'est pas grave. Je le montrerai plus tard. Mais en gros, j'ai un repo, un monorepo, donc, qui organise toute la connaissance de Pando Studio. Donc, tous les projets clients, tout l'administratif, tout Cliplim, tout ce qu'on fait. J'ai une seule arborescence de code qui est là-dedans. Et donc ça me permet d'organiser toute la connaissance, toute la documentation de tous les projets. Et donc ensuite, je peux rentrer dans chacun des projets.
petit à petit et spécifier de plus en plus granulairement les informations, quoi. Alors, si maintenant je vais pouvoir l'ouvrir. Et en fait, donc sur ton, avant qu'on parle de la connaissance générale Ouais. euh, de Pando et autres, mais ce qui se passe, c'est que une fois que tes specs sont créés avec ce MCP et autres, est-ce que ensuite tu utilises Claude pour vraiment faire le développement et comment tes développeurs ont été accompagnés sur cette phase? Ouais, alors là, on entre dans la phase d'après encore, une fois qu'on a défini les specs. Et donc là, j'utilise du format MD et du Mermaid. Mermaid, c'est ce qu'on voit là, ça me permet d'afficher des schémas et de rendre ça visuel, et c'est interprétable par l'IA aussi. Donc l'IA va comprendre ces schémas. C'est important pour la construction des specs. Et donc, une fois qu'on a toutes les specs, on a l'UX, donc j'ai dit notre UX designer en parallèle continue de travailler sur les maquettes, on valide les maquettes, et là, on organise les sprints de dev. Donc c'est là où on va shipper l'app. Et donc là, on a organisé un sprint de 10 jours entre 4 devs pour shipper toutes les specs et toutes les maquettes qu'on avait produites dans la phase en amont. Donc on en vient là. En gros, la phase 1, elle a duré 73 jours. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, toute la phase où on crée les spécifications techniques, assez longue, mais Donc là, hyper les humains qui importante. réfléchissent autour d'une table et qui définissent le plan d'ensemble, tous les Ouais. wireframes et autres, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et c'est difficilement Possible. comprimable comme temps, parce que c'est de l'humain. En fait, c'est de l'analyse. C'est de l'analyse de flow, c'est des réunions, c'est des spécifications, c'est de l'étude de marché, c'est du positionnement. Et même si on est aidé par beaucoup d'outils IA, il y a quand même les interactions humaines qui sont très importantes. Et donc, il y a besoin de temps. Il y a Et besoin de cette temps pour... phase-là, elle est nécessaire. L'intuition ou la capacité des agents à nous pondre une étude de marché, il faut peut-être nous aider à aller plus vite sur des comptes rendus, chercher des infos, mais la nécessité d'avoir des cerveaux qui, 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 qui se confrontent, parce que souvent on voit qu'il y a nous confronte pas, mais qui se confrontent sur des points de vue, et c'est ce que tu dis est nécessaire, et elle est accompagnée simplement d'outils classiques qu'on utilise tout pour faire des réunions et autres, et de capter ce qui se produit pour créer de la connaissance. Ouais. Et c'est ensuite, sur la deuxième phase, quand tu passes en sprint, donc c'est-à-dire au moment où tu transformes ton idée en un chantier jalonné par un rythme, afin de vraiment sortir le bâtiment du Ouais. sol, on pourrait imaginer, hein, si c'était une construction. C'est là où, par contre, vous avez senti le gain de performance. Ouais, bien sûr. Donc là, sur 10 jours, on s'est concentré. Donc, bon, il y a quelques stats, mais j'y reviendrai plus tard. Et après, en fait, on a dû... Alors forcément, voilà, ça représente... donc en 10 jours, 292 commits. Donc, je vais détailler, je vais expliquer un peu, mais grosso modo, c'est 700 lignes par commit et, et 13 fichiers, 13 fichiers. Donc, ça fait beaucoup de fichiers par heure. En gros, si on fait le ratio, ça fait beaucoup de fichiers qui sont poussés en parallèle par 4 développeurs. Le problème, c'est on peut travailler parfois sur les mêmes zones de code, et donc il peut y avoir du conflit. Qu'on a accéléré le dev, mais il y a quand même de la gestion et du management et une gestion très importante à avoir pour faire en sorte que ça marche. Parce que sinon, c'est le bordel, il y a du conflit partout, ça crache et on crée du bug, en gros. Donc, il y a une organisation très spécifique qu'on a mis en place. Donc, on peut rentrer un peu dans la technique, mais on bosse sur un repository Git, donc qui permet de versionner le code et de pusher en staging puis en production. Et donc là, on a ce qu'on appelle un trunk-based development. Donc on a une branche main et on pousse tous nos codes dessus, en gros. Donc les 4 devs vont pousser là-dessus à l'aide de ce qu'on appelle des pull requests, en gros. Et l'enjeu, c'est d'itérer très rapidement.
dès qu'on a fini un dev, on push, on PR, on accepte la PR et tout le monde synchronise sur ses postes. En Alors, fait, c'est c'est du la... vocabulaire qui m'a fait très peur. J'avoue qu'il y a encore quelques mois, je n'étais pas du tout un codeur et Claude m'a forcé à faire du développement, ce qui a fait peur à mes équipes. Mais je vais résumer ce que je comprends parce que c'est super important pour ceux qui ne seraient pas des développeurs et techniciens. C'est que, en gros, dans l'industrie logicielle, on produit du code. Bon, quand on est tout seul à faire du code, c'est facile. Si on fait des erreurs dans notre code, on est les seuls responsables. À partir du moment où on a une application comme Kipling, on a énormément de fonctionnalités différentes. Donc, tu vas découper le travail en disant chaque développeur va prendre une partie du Ouais. projet et va se mettre à coder son propre code sur chaque truc. Le problème, c'est qu'il faut merger tout ça. Donc, on utilise des outils comme Git et autres qui permettent de vérifier qu'il n'y ait pas de conflit entre ce que l'un fait, ce que l'autre fait, de merger le code, donc d'assembler les pièces du puzzle à un bon moment. Déjà, avant que l'IA existe, c'est un truc qui est assez chaud parce que si un développeur a codé d'une façon et touche à une fonctionnalité de l'autre, c'est là où souvent on commence à avoir des choses qui peuvent amener à des fameux bugs. On a tous connu ces problèmes en prod. Mais là, le problème, c'est que ça s'accélère. C'est-à-dire que tu amènes des agents AI qui viennent faire que ton taux de production de code est multiplié par 20 ou 30. Donc, en une minute, tu vas produire 30 fois plus de lignes de code que ce qu'un humain ferait. Mais il faut organiser ça parce que tu le multiplies parce que chaque développeur a ses propres sessions cloud et parfois plusieurs sessions cloud. Donc, ça devient un univers assez infini de production puissante enfin, c'est un peu On augmente la complexité exponentiellement, quoi, en gros. Donc, ça nécessite forcément une organisation, une super organisation pour faire en sorte que ça marche, quoi, en gros. C'est quoi votre secret aujourd'hui pour y arriver? Là, c'est vraiment c'est ça pour le moment. Pour le moment, c'est du trunk-based development où on balance les PR le plus vite possible en les intégrant le plus rapidement possible. Alors, les pull requests nécessitent quand même de la review humaine. En fait, il y a du code, mais il faut quand même qu'on vérifie le code. Donc, on a des systèmes de vérification du code. Alors, en partie en automatique, ça va être du test unitaire ou des différentes manières de test. On a aussi des IA qui viennent vérifier le code et auditer le code en plus pour nous assister. Et ensuite, il y a, en gros, ça va être le CTO et le lead dev, moi et un autre. On va venir vérifier et accepter les PR pour les mettre sur le main. Enfin, pour les pusher en Le staging. PR, c'est quoi? C'est simplement une demande Demande. Ouais, de modification d'une partie du code. Ouais, c'est une demande de modification. Donc ça, c'est une première chose, mais c'est un peu un standard déjà dans l'industrie, mais sauf que là, c'est être au taquet là-dessus, quoi, en gros, et sur le test et sur la review. Et ensuite, c'est la sectorisation aussi. Alors, les specs et la sectorisation, ça va ensemble. C'est donc toutes les spécifications techniques et la documentation et les tâches, le découpage en backlog qu'on va faire. Donc, il faut que ce soit aussi assez carré niveau spec. Et donc ça, c'est ma manière d'itérer avec Claude sur les spécifications techniques à partir des maquettes, etc. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on utilise un outil qui s'appelle Linear aussi, qui se connecte, qui a un très bon MCP, qui se connecte très bien avec les IA. Donc ça nous permet aussi de mettre à jour le backlog en automatique avec Claude Code. Là où avant, c'était chef de projet, manuellement, on faisait la vérification, on regardait ce qui s'était passé et on déplaçait les tickets d'une colonne à l'autre. Là, c'est fait automatiquement. Même la création du backlog est fait en automatique. Et donc, la sectorisation, après, c'est chaque dev a aussi, ça c'est assez important. Avant, plusieurs devs pouvaient être sur le même secteur de code. Et là, on va essayer de sectoriser le plus possible l'application. Donc, un dev a une compétence forte dans une partie de l'application. Par exemple, sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a l'éditeur, c'est une partie du code. Il y a la session live, l'animation de session, ça c'est une autre partie du code. Et donc, on va avoir un développeur qui est sur l'éditeur et que sur l'éditeur, et un autre qui est sur la session, et un autre qui va être juste sur les prompts IA qui sont générés. Donc là, on définit des secteurs de l'app avec des backlogs spécifiques. Ça permet d'éviter les conflits, grosso modo.
en partie. Et donc, faire des PR rapides plus sectorisés, bien, attribuer des parties de code, ça permet de spécialiser les devs et d'intégrer plus rapidement le code en production, en gros. Ce que tu nous dis, c'est qu'en quelque sorte, l'arrivée de Claude nécessite encore plus de discipline, de rigueur Ouais. et de management. Parce que l'idée qu'on se lève le matin en vibe codant, on dit tiens, j'ai envie de lancer un SaaS et je vais me mettre à faire un prompt et tout va se faire tout seul. Ça, c'est une utopie, ça n'existe pas. Tu m'as même dit que si tu contrôlais pas Claude, tu lui as vu développer des features que tu l'avais pas demandé, qui fonctionnaient très bien, mais où il s'était permis d'aller imaginer lui-même des choses que vous n'aviez pas demandé. C'est Ouais. vrai, c'est un mythe. Non, bah c'est vrai. Alors, là où nous, alors, encore une fois, ça dépend des compétences de chacun et des limites de chacun. Nous, c'est ce qu'on a constaté avec notre équipe et avec nos compétences qui sont particulières. Après, chaque équipe est différente, ok. Mais en fait, là où Claude Code est super, c'est sans un gros contrôle, en vibe codant, on va dire, avec le principe de vibe code, pour faire du POC, donc du proof of concept et des petites apps, c'est génial, en gros. Ça Le marche vibe super. coding, c'est monsieur, madame, tout le monde se lève le matin, hein, je Ouais. caricature, j'ouvre Claude et je lui dis tiens, fais-moi une app pour, je sais pas, gérer mes recettes de cuisine à la maison. Ok, c'est cool, tu vas avoir un prompt très mal pensé, et il va te sortir quelque chose et ça va peut-être te sortir ce qu'on appelle un proof of concept, une première idée. Mais si tu Ouais. veux vraiment amener ça à des utilisateurs, ça n'a rien à voir avec le vibe coding, c'est Ouais. vraiment une discipline de bah oui, C'est je une sais un grosse peu. discipline. Là, on touche à de l'expertise métier. C'est une industrie, le code. Et si tu veux que ton app, ton POC se transforme en ce qu'on appelle un MVP ou un MLP même, donc un minimum valuable product ou un minimum lovable product, donc un produit qui est utilisé réellement par des utilisateurs, ça veut dire aussi que ton app, elle est scalable, donc elle peut, enfin, et que tu as des process, t'as différents process, tu as du support, tu as plein de choses qui rentrent en compte quand tu publies une application en production et qu'elle est professionnelle, quoi, en gros. Et pour arriver à ce niveau-là, alors déjà, chaque feature doit être très bien pensée, chaque fonctionnalité doit être très bien pensée pour qu'elle soit utilisée. Et là, bah, le vibe code ne suffit plus, quoi, en gros. Il faut passer à d'autres mécanismes pour pousser en production, quoi. Et souvent, la phase de POC est très rapide. On arrive à sortir des choses très rapidement, mais par contre, pour pousser en production une app complètement fonctionnelle, sans bug, qui satisfasse vraiment les utilisateurs et qui fonctionne et qui ait de l'adoption, là, il y a un peu plus de taf, ouais, Alors, que juste. Yacine, le temps passe tellement vite. Ouais, On aurait des heures là. Juste avant que je vais enchaîner sur les questions, mais je sais que tu as mesuré, toi, au sein de ton équipe, la productivité quand même que tu as gagnée. C'est-à-dire que ouais. tu es capable de me dire aujourd'hui, bah, on a fait ce code en X fois plus de temps, où on a gagné autant de vélocité. Tu peux nous dire quelques mots rapidement sur tes gains de productivité que tu as fait grâce à ces outils? Ouais. Alors alors j'ai fait pas mal de mesures sur le développement de cette dernière version et en comparant au développement de la version précédente qui était à cheval entre de l'IA et de l'humain en code. Donc j'ai pas mal de chiffres qu'on pourra également partager dans un petit rapport si ça intéresse les gens. Pour venir aux gains mesurés, donc là, très schématiquement, on voit déjà, enfin, par un schéma, ça saute pas mal aux yeux déjà. Donc là, ce que ça fait, c'est que ça mesure le nombre de lignes de code par dev par jour. C'est une moyenne. Les deux premiers, là, c'est sur la version précédente. C'est avant, ici, en fait, ça mesure un peu avant qu'on utilise Cursor et au moment où on a commencé à utiliser Cursor. Donc, parce qu'avant d'utiliser Claude Code, on utilisait Cursor, en gros, chez les devs. Ça, c'était l'année dernière, c'était il y a C'est la préhistoire. c'était la préhistoire déjà du code avec de l'IA. Mais Cursor, c'était un peu un standard et c'était super. Et Claude Code, on va dire, à partir de l'été 2025,
a commencé à vraiment sortir, grâce aux versions d'Opus notamment. Je ne me rappelle plus quelle version c'était à cette époque-là, la 4, j'imagine, je crois, je ne sais plus, ou la 3.5. Et là, on a commencé à avoir une grosse performance en termes de code avec de l'IA à partir de l'été 2025, en gros. Et on a commencé à tester ça. Et petit à petit, on a tous migré sur Claude Code et on a abandonné. Donc là, je vois le gain. En fait, si je regarde juste la colonne du milieu, c'est x4, c'est ça, en gros. On peut faire x4. Ouais. Alors là, on utilisait déjà De de l'IA. qualité, c'est-à-dire qu'on pourrait monter ces chiffres parce que si on mesurait juste la ligne de code, là, tu dis un code acceptable et prodable quelque part. C'est Alors, pas ouais, juste produire, parce qu'on peut très vite se mettre à voir les agents se mettre à faire des tonnes et des tonnes de lignes, mais non, là, c'est vraiment du code qualitatif. Et le deuxième graphe, et je vais aller vite parce qu'on a des exactement. belles questions, on a pas mal de questions. Justement, c'est par rapport à ce que tu disais là, c'est du code clean, Ouais. en gros. Alors, on voit un peu au début des usages de Cursor, le code était, il y avait un haut taux de churn, donc de refactor. On reprenait le code. Et avec Cursor, on a réussi à baisser et Claude Code, là, c'est acceptable. On arrive voilà, à des chiffres qui sont acceptables. Donc, le code est propre. Par contre, on a divisé le temps, beaucoup là. Donc, on arrive à la même qualité de code, mais en beaucoup moins de temps, grosso modo. Donc, quelque part, ça veut dire que pour revenir au début, c'est qu'aujourd'hui, ton business peut rester du conseil, mais tu es capable de dire, ben, je vais pouvoir commencer à produire des applications Mm. euh, fonctionnelles, peut-être avec des features qu'on n'aurait même pas imaginées, parce que l'automatisation et l'intelligence que m'apportent les clouds me permet de produire des SaaS pratiquement Ouais. viables avec un modèle économique pertinent. Ça, c'est peut-être la tendance de ce qu'on pourrait voir, peut-être Ouais. plus de freemium pour amener les utilisateurs sur ces plateformes et quand même de la rivalité avec des grands éditeurs SaaS qui ont passé des années à créer du code. Il y a une vraie question sur quel est l'avenir du marché logiciel avec tout ce qu'on est en train de vivre. Ça ferait Ouais. l'objet d'un autre webinaire, mais c'est ce que toi aussi, tu commences à percevoir. Ouais, c'est que la production de code, elle a beaucoup moins de valeur maintenant parce que ça devient de plus en plus trivial, de plus en plus rapide, de plus en plus facile, même s'il faut maîtriser un peu la chaîne. Ce qui a de la valeur, c'est on retourne aux fondamentaux, quoi. Enfin, c'est vraiment l'utilisation, le marché et est-ce que et le positionnement, quoi, et tes spécifications en amont. C'est ça qui a le plus d'importance. Enfin, et voilà. Je vais enchaîner sur une question de Manu qui nous dit qu'il voit que ton approche a été assez waterfall, avec une grosse phase de spec, c'est ce qu'on expliquait, quand même pas mal de temps investi. Puis après, un sprint de 10 jours, QA et autres. Et est-ce que maintenant, tu envisages d'être encore plus agile par la suite ou tu penses garder ce modèle de dire je vais laisser pas mal de temps à cette phase en amont et est-ce que tu verrais des inconvénients à être encore plus IA en amont que ce que tu as fait là? Est-ce que si tu devais redévelopper même Kiplim aujourd'hui, tu aurais une autre approche avec les nouveautés que tu vois arriver? Très bonne question. En fait, c'est difficile, c'est quand même difficile de se projeter parce que tous les 2-3 mois, tu as t'as une nouvelle dinguerie qui arrive sur l'univers IA avec des modèles qui sont beaucoup plus puissants et du coup, ça t'oblige à changer un peu aussi tes usages et ta manière de développer. Donc, ce que je fais là aujourd'hui, dans un an, ça sera peut-être obsolète, quoi. Et il y aura une autre méthode, une autre manière de faire. En fait, il faut réussir à s'adapter, enfin faire de la veille constante et réussir à s'adapter à ce qui arrive sur le marché. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais Et la réponse, c'est je ne sais pas. En tout cas, tu as une façon de faire, un savoir-faire qui est là. Est-ce qu'il va être accéléré? Est-ce que Puis, on a beau dire, il y a des nouveautés, mais on a aussi des déceptions. Enfin, je pense qu'on a tous été, tous ceux qui sont dans le truc, moi, je ne codais pas, depuis janvier, mon équipe est folle parce que j'ai commencé à mettre en prod des tas de trucs en me levant le matin. Mais on s'est rendu compte que si on ne se posait pas la question de, au fait, ça sert à quoi? Et puis, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ok, c'est cool, tu as plein de gadgets, mais ouais, donc la phase amont est quand même importante. Et la deuxième question, c'est, tu as commencé à parler de ta gestion de ta connaissance et que tu avais mis toute la connaissance dans un système de fichiers. Et ouais. est-ce que c'est pas trop lourd à gérer? On parle aussi
est-ce qu'il ne serait pas utile de mettre ce qu'on appelle un RAG? On pourra peut-être qu'on explique ce que c'est qu'un RAG. Comment tu gères ce qu'on appelle de plus en plus le second brain, le deuxième cerveau, qui est ton cerveau numérique. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Bah oui, oui. Alors, ce qui est nommé aussi KMS, donc Knowledge Management System, toute la connaissance de la boîte, elle est sur un repo Git au final, géré avec des fichiers MD et des schémas Mermaid. Et c'est synchronisé avec, nous on est sur Google Workspace, donc c'est synchronisé aussi avec Google Workspace, avec les drives. Donc on a les fichiers docx, etc., qui sont synchronisés avec ça. Et c'est versionné grâce à Git aussi. Donc ça permet, avec des workflows GitHub Action, de pouvoir mettre à jour en automatique la base de données vectorielle, donc la base de données qui permet à des IA, en gros, de récupérer ou de chercher dans ta base documentaire. Et donc, ça permet de faire du RAG, donc Retrieval Augmented Generation. Et donc, d'utiliser l'IA, à la fois Claude Code, mais aussi d'autres systèmes d'IA, dans cette gestion de la connaissance, en gros. Et donc, cette gestion de la connaissance, c'est une arborescence, c'est un système avec du versionning, mais c'est aussi des couches logicielles. Il y a des agents qui sont spécialisés, qui vont faire certaines choses, qui vont traiter l'information de différentes manières dans cette architecture de connaissances, en gros. Et pour montrer rapidement… Alors, juste avant que je pense que tu vas nous montrer un truc assez sympa que tu as fait là, mais au niveau de ta connaissance, c'est que la nouveauté, enfin, c'est même déjà plus une nouveauté pour ceux qui sont dans le code, c'est le format MD qui est la base, c'est-à-dire des fichiers plats au format texte, compréhensible par l'humain, même si c'est parfois un peu noir et obscur là. C'est moins sexy qu'un joli PowerPoint, mais c'est une structure syntaxique très précise qui existe depuis longtemps. Je pense qu'il existe depuis les années 2000, qui avait été inventée déjà pour que les scripts puissent facilement parser des fichiers et autres, mais qui est adoré par les LLM. C'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire que les LLM aiment une certaine syntaxe. Donc, vous utilisez cette base-là, vous le versionnez pour pouvoir s'assurer qu'on contrôle les modifications de votre base de connaissances. Et après, c'est transformé en vecteur. Donc, ça, c'est un format mathématique propre de codification de l'information qui fait que les IA vont être plus puissantes pour aller chercher la bonne information dans un fichier. Exactement. Ce n'est pas l'idée que Claude va faire son shopping et imaginer des features autres. Vous le faites travailler sur votre connaissance, vos jeux de données et autres. C'est plutôt bien résumé. Ouais, c'est plutôt bien résumé. Après, effectivement, il y a des limites à ça. C'est-à-dire que il y a en fait, là, la connaissance de Pando, c'est, dans cette version-là, c'est à peu près 14 000 fichiers. Et donc, en fait, ça explose les fenêtres de contexte des IA. D'où l'intérêt. Et en plus, plus les fenêtres de contexte des IA sont remplies, et plus il y a de la perte d'informations et ce qu'on appelle du drift aussi dans les questions qu'on pose à l'IA. Il peut y avoir de la perte de contenu. Donc le RAG est intéressant pour ça. Et cette organisation-là, c'est intéressant pour ça. Parce qu'avec le RAG, on peut aller quand même vérifier et rechercher la bonne information sans surcharger la fenêtre de contexte. En gros. Moi, j'ai un peu compris ça comme j'ouvre un terminal, je commence avec Claude le matin, et puis je vais passer une journée avec lui. Si je commence à lui parler de 10 000 sujets et au bout d'un moment que je le sature, le pauvre, en fin de journée, il me fait un burn-out. Enfin, je comprends. C'est un peu il y a un peu de ça, ouais. Et en fait, l'idée, c'est de dire non, je vais, un peu comme pour un humain, avoir une conversation avec lui sur un sujet et je vais éviter de l'emmener partout pour garder son contexte frais et que ses réponses soient pertinentes. Et en plus de ça, je vais aussi à un moment arrêter de lui parler parce que je vais le saturer. Il y a son contexte qui sature. Et pour rendre ça pertinent, on range les informations aux bons endroits et on essaye de vectoriser l'information pour éviter une surconsommation de tokens et aussi être le plus efficace possible. Mais je pense qu'on arrive à la fin, mais tu voulais conclure en nous montrant sur la gestion de la connaissance. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais en fait, donc, comme je vous ai dit, là, c'est le drift un peu de l'ingénieur. En fait, la vectorisation, tu peux la représenter sous forme de graphe aussi, et donc je me suis amusé à modéliser le cerveau de Pando Studio, quoi. Donc ça serait Pando Studio, si on le voyait en 3D. Toutes les neurones, c'est les petits points de connaissance, et c'est comment la connaissance commence à circuler
Et je trouve ça, alors il faut le comprendre, mais c'est vraiment une radioscopie de votre cerveau, de votre deuxième cerveau, avec des points chauds, des points froids, et Ouais, peut-être aussi des zones assez à explorer. Et c'est ce exactement. qui permet de modéliser tout ce qu'aujourd'hui est dans des systèmes de fichiers et autres. Et je trouve Ouais, ça c'est assez ça. Ça permet de faire des connexions entre les projets, de voir où est le cœur de Pando, en fait. On voit qu'au centre, en fait, justement, c'est les trainings et les workshops. Donc, les formations qu'on donne sont vraiment au centre de ce qu'on fait, ce qui est logique au final. Tu vois, Alors, il nous reste une minute, ou même on est déjà overtime, pour une réponse clé. Ça coûte combien d'utiliser Claude et est-ce que tu tapes souvent dans les limites? C'est question d'Edouard. Est-ce que tu es capable de nous donner quelques indications? bah alors, moi, perso, je suis sur un abonnement premium à 200 € par mois et je Ok. n'arrive pas. Je sais qu'il y a une limite sur cet abonnement, mais je n'ai pas réussi à la taper encore. Pourtant, je l'utilise massivement. Comme je te le disais aussi, j'utilise 3 IDE, 3 projets en parallèle avec 2, 3 sessions Claude par projet. Donc, j'ai 6 ou 7, je peux avoir jusqu'à 6 ou 7 sessions qui tournent de Claude en parallèle pendant toute la journée et j'arrive pas à taper la limite encore. Bon, après, c'est un peu le modèle économique d'Entropie qui joue là-dedans. Mais c'est pas au réel coût de token. Mais en tout cas, pour répondre à la question, ouais, il y a différents types d'abonnements. Et sur celui à 200, Donc, faut à y aller. 200 par mois, par développeur, tu ne tapes pas encore tes limites. Mais Ouais. parce que vous avez une gestion saine, et puis vous n'êtes pas sur l'API, où est-ce que j'ai vu des posts passer où si tu es en version API, tu peux tout à fait voir les limites exploser et autres. Donc, ça Exactement, peut ouais. vite partir en zone non contrôlée si on ne fait pas gaffe, mais en ayant une gestion saine et de l'info, tu arrives quand même à quelque chose de très, très raisonnable. Ouais. Bah oui, oui, mais effectivement, c'est quand on commence à brancher de l'API que là, ça décolle au niveau prix, ouais. Et pour le moment, bah, les coûts sont acceptables vu le gain qu'on a quoi, derrière. Donc, Il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir des développeurs et autres. Moi, je pense que nos métiers vont complètement changer, mais je vois un potentiel infini si on utilise ça de façon euh, humaine, bienveillante. On ne va pas être remplacé par ces machines de toute façon. Enfin, je ne sais pas si toi, tu as comment tu vis tout ça et comment tu dors la nuit par rapport à ton métier, à ta boîte et autres, avec ce qui est en train de se passer. bah non, Comment mais tu je pense que en fait, là-dessus? Ouais. les devs deviennent. En fait, il y a ce qu'on appelle le phénomène de l'upscaling, enfin, de la montée en compétence des métiers. C'est-à-dire les devs sont beaucoup moins dans la production, mais sont plus dans le management ou la review d'agents. Et donc, tu montes en responsabilité au final. C'est-à-dire que tu vas avoir plus un comportement enfin, pas de manager, mais plus d'architecte ou de lead dev plus facilement, et tu vas contrôler ce que font ton équipe d'IA. Donc, tu montes en compétence par rapport à ça. Et est-ce que Euh, tu commences à venir. Alors, je me permets une question bonus parce qu'on a vraiment pas mal de questions, mais la surcharge mentale, on en avait parlé à deux au début d'année, on était tous les deux cramés parce qu'on passait nos nuits avec une idée le matin, une solution le soir et on se recouchait et puis ça itérait comme des dingues. Mais tes développeurs, surcharge mentale et autres, comment tu gères ça? Bah, ça, c'est une très bonne question et c'est toujours, enfin, c'est pas une question qui a forcément été résolue. Il y a des pistes, mais en fait, il faut réussir à s'accorder plus de temps de pause et de vraiment de déconnexion, quoi. Parce qu'effectivement, tu as une surcharge mentale du fait que tu es sur beaucoup de solutions en même temps et que ça avance super vite, en fait, et que toi, ton cerveau, il n'est pas prêt à ce que ça avance aussi vite, quoi, en gros. Tu fais du context switching parce que hier, tu me montrais que tu étais sur 3-4 projets en parallèle. Sur Ouais, chaque projet, tu avais différents terminaux. Et donc, ton ouais, cerveau fait A, B, C, D en permanence, puis il ne s'arrête jamais parce que tu as toujours envie d'aller voir le résultat et de recommencer. Donc, ça va être ouais, une discipline personnelle de s'accorder des moments d'oisiveté ouais. nécessaires pour Et ouais, pouvoir, et dans les ces choses. moments-là, avoir des nouvelles idées qu'on viendra. C'est assez effrayant. Ouais, c'est comment tu t'alignes aussi plus la logique économique et business à ça, quoi. Comment tu fais pour accorder du temps vraiment OK, tu te déconnectes et tu fais rien dans les journées de travail, en gros. Ça pose C'est vrai, question. c'est des vraies questions, ouais, sur le travail, en fait. Mais merci Yacine de nous avoir emmené dans le back-end des choses, côté moins visible de ce que c'est qu'être un développeur, de gérer une boîte de développement et de vivre cette transformation au quotidien et puis de l'adopter parce que c'est le choix que tu as fait, tu es directement allé
tu es devenu une référence. Je pense que tu es aussi une référence en France sur le domaine de la transformation et de l'AI. Vous faites un partenariat avec le gouvernement, notamment, je pense, comme ambassadeur AI et autres, c'est ça? Ouais, ouais, on est ambassadeur, on est référencé en ambassadeur IA par le ministère de l'économie en France. Et effectivement, on a pas mal de partenariats divers au niveau régional aussi. Et ouais, voilà, sur la place nantaise surtout, on commence à avoir notre nom sur l'utilisation de l'IA dans le logiciel, ouais, en gros. Mais C'était ouais, un c'est ça. plaisir comme pour moi, commencer la journée avec toi. Je te souhaite une belle après-midi. Merci à tous pour ceux qui ont posé des questions. C'était une très belle session et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Bah, merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation et à bientôt. Ciao.